Eh bien voilà, je crois que nous sommes en live. On est le 24 août. J'ai toujours un petit peu de mal avec les dates depuis le confinement. Je crois que j'ai perdu un peu mes repères spatio-temporels. Il est 11h02 et nous sommes en ligne pour un premier live sur cette semaine qui va être assez dense en atelier, en live. Une semaine qu'on sait être dense sur la préparation de la rentrée. Et mon premier invité est Monsieur Luc Ria. Et je suis très heureuse de commencer cette semaine par parler de l'analyse de pratique, par le développement professionnel. Et je me dis que c'est une jolie brique pour commencer cette semaine de préparation. Alors moi, bienvenue, Monsieur Luc Ria. On vient Bonjour. juste de faire connaissance. On fait connaissance virtuellement durant l'été. On vient juste de faire connaissance et je vais m'essayer à votre présentation. D'habitude, je laisse les invités le faire et là, j'ai eu envie de m'essayer. Si j'ai oublié des choses, vous me le direz après. Alors, vous êtes professeur des universités en sciences de l'éducation, vous êtes administrateur de l'IFE, l'Institut français de l'éducation, vous êtes aussi administrateur, si je ne me trompe, de l'ENS, donc l'École normale supérieure, vous êtes directeur scientifique du programme Néopass Action, dont on parlera sûrement durant ce live, et vous conduisez des expérimentations pour la création de laboratoires de changement professionnel. Alors, tout un enjeu dont on va parler aujourd'hui. Est-ce que j'ai oublié des choses qui vous paraîtraient importantes à signifier dans votre curriculum? Merci Nathalie, et puis bonjour à toutes et à tous. Simplement, parce que je ne voudrais pas me faire tirer les oreilles trop fort, je suis directeur de l'Institut français de l'éducation, mais Oui, je ne suis pas directeur de l'École normale supérieure de Lyon, qui je risque de me faire tirer les oreilles. En tout d'accord. cas, si je Très bien. suis nommé à l'ENS de Lyon, il faudrait que je le sache, c'est peut-être une très bonne nouvelle, je ne sais pas. En tout Alors, cas, j'ai je dit suis ravi d'être avec vous. administrateur. Non, j'ai dit administrateur. Mais non, alors je sais pas où j'ai eu cette info en Oui, fait. parce que l'administrateur était provisoire et depuis j'ai été Ah, d'accord. nommé en 2020 pour un mandat de 3 ans renouvelable. Et voilà, je suis Ok. fier d'être responsable d'un institut français d'éducation qui n'est peut-être pas assez connu par les enseignants, Ouais. qui est un institut d'interface où on essaye de faire la médiation entre la recherche et les problématiques de terrain. Et on essaye aussi de pouvoir accompagner les équipes, accompagner les inspecteurs, accompagner les chefs d'établissement, mais aussi les enseignants. Je vous encourage effectivement, tous les collègues qui regardent, d'aller consulter les parutions. Elles sont vraiment très, très intéressantes et très éclairantes. Vous avez écrit un livre pour lequel je vous ai invité qui s'appelle Former les enseignants pour un développement professionnel fondé sur les pratiques de classe. Donc ce matin, on va parler de pratiques de classe et de ce qu'elles nous enseignent et de comment on peut s'appuyer dessus pour faire mieux et du coup être mieux dans notre métier et forcément, in fine, accompagner au mieux nos élèves, puisque c'est ça la finalité. Alors, la première des questions, ça serait peut-être de parler du postulat de départ qui est de partir de la pratique enseignante. Alors pourquoi ce postulat? Alors d'abord, une toute petite pensée par rapport aux enseignants qui sont à une semaine de la rentrée et on va commencer en tout cas, rentrer un peu dans le détail d'un métier complexe. Et là, il y a une sorte de vraiment oui, de postulat au départ, c'est-à-dire que tous les enseignants ont l'impression de savoir ce que c'est qu'être enseignant et tous les parents d'élèves et toute la société regardent ce métier qui est un métier connu de tous, mais avec des transformations profondes et pas simplement par rapport à cette période de crise, mais c'est un métier qui doit évoluer, qui doit muter, qui doit se réinventer régulièrement par rapport à de nouveaux publics et que sur ce point-là, la formation initiale ne suffit pas. Hmm. C'est-à-dire que beaucoup d'enseignants ont vécu avec passion parfois la formation initiale, mais ensuite se sont trouvés vraiment désabusés par rapport aux premières séquences de classe, et que contrairement à beaucoup d'autres pays, on ne passe pas suffisamment de temps en immersion, en stage, pour pouvoir construire des repères, être aidé par d'autres enseignants, pouvoir échanger sur des pratiques professionnelles
Et je pense que finalement, j'ai été jeune prof également. Assez rapidement, j'ai vu à quel point on est seul dans son univers face à ses élèves et que c'est un métier quasiment solitaire tel qu'il est effectué en France, ce métier-là. Donc une forme de paradoxe, puisqu'on est au quotidien avec des jeunes et au quotidien dans un métier très, très dynamique et vivifiant à ce niveau-là. Mais en même temps, on est complètement seul avec ses problèmes, avec ses petites réussites et ses petits échecs. Il me semble qu'à un moment donné, ce que j'essaie de vouloir développer, c'est de pouvoir exposer sans surexposer, mais pouvoir offrir des espaces aux enseignants pour qu'ils puissent parler de problèmes pédagogiques qui, malheureusement, sont des problèmes qu'on laisse de côté. Et malheureusement, en France, on a l'habitude de ne pas parler de ses propres difficultés professionnelles. Mais dans tout métier, en fait. Et que finalement, d'ouvrir le travail enseignant, d'en faire un travail qu'on va pouvoir regarder avec bienveillance, on va pouvoir échanger avec des collègues sur des façons de faire, c'est quelque chose qui me semble essentiel. Mais bien sûr, c'est une école de la confiance, mais au sens vraiment très, très important. Il faut que les collègues se fassent confiance et acceptent que d'autres collègues puissent jouer un rôle dans leur formation et dans leur accompagnement. À vous écouter, je crois qu'on peut tous n'être que d'accord avec ce postulat, mais moi me vient la question, et je pense que beaucoup de collègues auraient envie de la poser, ça questionne le statut de l'erreur finalement, et la capacité que l'on a à se mettre à découvert sur les échecs que l'on peut avoir, les erreurs que l'on peut commettre, et s'appuyer dessus pour construire autre chose. Quand on est dans une culture française où le statut de l'erreur est quand même à interroger dans notre manière d'accompagner les jeunes et ensuite dans le monde de l'entreprise, quel pourrait être pour vous le premier levier justement quand on voit des jeunes enseignants? Je vais prendre un exemple. Les jeunes enseignants remontent très souvent la difficulté qu'ils ont à se montrer en difficulté face à leurs tuteurs, aux conseillers pédagogiques qui viennent les voir et, in fine, des inspecteurs qui viennent valider leur pratique. Du coup, quel pourrait être le premier levier pour essayer de déconstruire cette culture de la peur de la hiérarchie et du coup de la peur de l'erreur? Alors, je vais essayer de répondre peut-être à différents niveaux. N'hésitez pas à m'interrompre si je pars dans des monologues un peu trop longs. Cette culture de l'erreur ou cette capacité à reconnaître ses propres erreurs n'est pas une culture française. J'en suis convaincu. Mais les choses changent. Lorsque, en 2010, nous avons commencé avec cette plateforme Néopass Action, où on monte un jeune prof d'allemand en difficulté, beaucoup d'enseignants débutants et pas seulement les débutants ont vu cette vidéo qui a beaucoup circulé d'un prof qui n'a pas vécu dans la même culture que ses élèves et qui se retrouve avec un tsunami qui rentre dans la classe avec une grande difficulté pour lui à contrôler l'agitation potentielle de ses élèves et réelle. J'ai montré ça donc au départ au gouvernement, au ministre, à l'inspection générale. Ils ont dit non, mais surtout pas, quoi. On ne montre pas les difficultés de prof. Le prof, c'est tellement un métier déjà suffisamment compliqué. On va montrer des bonnes pratiques exemplaires qui vont faire la différence. Je partais vraiment du point de vue qu'il fallait au contraire, avec bienveillance, humanité, comprendre le travail réel de ce jeune prof et l'aider à transformer ses pratiques. Et ce qui est assez spectaculaire dans Néopass Action, produit par l'Institut français de l'éducation, c'est de voir 6 mois plus tard ce jeune Romain qui a construit des repères avec sa classe, qui a culturellement, au niveau de sa posture, de ses faits et gestes, avec un sas d'entrée dans la classe, avec une façon de parler en allemand directement pour signifier que dans son cours, on va faire de l'allemand, enrôle les élèves, endigue la vague et enrôle les élèves. Et je trouve moi, ça m'a beaucoup impressionné de voir cette transformation. Et ce jeune Romain, moyennant des conditions de bienveillance et d'empathie, acceptait de dire ses erreurs et avait un niveau d'exigence. Et je trouve que c'est pas parce qu'on produit des erreurs qu'on peut pas être très exigeant et devenir un très bon prof, au contraire. Et c'est parce qu'on va reconnaître ses erreurs qu'on va pouvoir avoir ce potentiel de développement. Et ce jeune enseignant, alors bien sûr qu'on ne peut pas, en étant enseignant débutant,
reconnaître toutes les 10 minutes ses erreurs face aux élèves. Mm. Donc, bien sûr, il faut aussi un peu sauver la face dans certaines situations, mais que dans un moment d'échange avec d'autres collègues, on puisse non pas se plaindre, mais décortiquer son activité, comprendre ce qui a marché ou pas marché, comparer son activité, non pas dans une sorte d'évaluation négative et malveillante, mais au contraire, qu'on puisse être exigeant par rapport à la qualité même des interactions. Voilà, et je pense que c'est important, et je ne vais pas être trop long, mais actuellement, on travaille sur une autre plateforme qui s'appelle Neopass Cadre, où on essaye d'accompagner les inspecteurs débutants et les chefs d'établissement débutants. Alors, je dis ça pour des jeunes profs qui doivent se dire, ah, parce que eux aussi peuvent être débutants dans leur métier, C'est et ça. eux aussi produisent des erreurs. Et Mm. en fait, ce qui est assez impressionnant, c'est que ces collègues-là, là aussi, on travaille 1 an avec eux, donc on se connaît très bien. Ils passent leur temps à nous montrer des situations qui ne vont pas, des Mm. situations où ils se sentent mal à l'aise, et on en fait des ressources pour la formation des chefs d'établissement et des inspecteurs. Une chef d'établissement en début de, et on va retourner dans quelques jours, hein, à la rentrée, hein, qui dit moi je suis pas satisfaite de moi, j'ai pas mes repères, là mon discours il est pas clair, j'éprouve un dilemme à ce moment-là. C'est montrer la face invisible du travail, l'expérience professionnelle, et la travailler sérieusement en formation pour comprendre ce qui se joue dans cette situation-là, qui n'est pas complètement lié à un style ou à une personne, mais qui correspond à de l'activité professionnelle, et de faire en sorte que cette activité, elle devienne non pas individuelle, mais collective, partagée, et que les collègues comprennent ce qui se joue dans l'activité et les façons d'en sortir, et éventuellement d'améliorer cette activité. C'est comme si Nathalie, tous les deux, nous regardions de nouveau cette vidéo Tout à avec fait. rigueur et exigence, qu'on soit satisfait d'un certain nombre de points et insatisfait d'autres points, et qu'on puisse améliorer notre façon d'échanger tous les deux pour essayer de, bien sûr, de... Alors, l'exigence peut être aussi, peut poser problème, hein, à l'impossible nul n'est tenu, mais malgré tout, je pense que être exigeant dans le métier d'enseignant, c'est renvoyer aussi vis-à-vis des élèves une façon d'être qui est aussi un signe important. Et les élèves ne sont pas dupes des professeurs qui sont exigeants avec eux-mêmes et qui vont pouvoir construire cette exigence en classe. Merci parce que du coup, j'ai envie de rebondir sur une question qui était un peu plus loin dans le live, mais qui est tout à fait à propos. Euh, dans votre livre, on voit que vous avez caractérisé la nature des premières expériences comme indéterminée et anxiogène, contradictoire et exploratoire. Et je trouve que rien que de savoir que finalement tout le monde passe par ça, par ces phases-là, par ces états-là, c'est déjà rassurant en soi. Et c'est ce que vous dites, c'est que de partager ces expériences en collectif, on se rend compte que finalement ce n'est pas lié à moi en tant qu'individu, ce n'est pas moi qui suis nul et qui n'y arrive pas, c'est qu'en fait, ça fait partie de la dynamique, de la découverte, de l'expérience d'une activité, d'un métier qui est en construction. Et ça, je trouve ça finalement d'un positif incroyable, même si rien n'est résolu, ne serait-ce que ça, je trouve ça libératoire. Et en tout cas, toujours dans ce même sens, le fait de montrer que finalement les cadres, les pilotes peuvent aussi rentrer dans cette culture-là. Alors, on aura toujours des gens qui vont être figés, qui vont donner à voir, qui veulent faire preuve d'ordre et de rigueur, sans jamais montrer un peu d'humanité. Mais c'est aussi penser que cette construction professionnelle est complexe pour ces collègues qui sont en général à la moitié de leur carrière, et qu'il leur faut construire de nouveaux repères. Je vais même plus Mmh. loin quand je montre ce travail-là à des recteurs. Ils me Ouais. disent, mais il faudrait un néopasse recteur pour pouvoir aider aussi les recteurs qui débutent et qui parfois ne sont pas directement, ne proviennent pas forcément de l'éducation, à se retrouver pour les aider dans des situations critiques, des situations qui sont pour eux compliquées à gérer. Voilà, donc là, il y a une sorte de... Oui, c'est vraiment une sorte de réflexivité positive par rapport au métier, sans surenchérir l'ego, mais en essayant de comprendre comment on peut passer de situations d'inconfort à des niveaux d'efficacité. Mais quand je dis Ouais. efficacité, c'est pas au détriment des élèves. Donc il faut comprendre comment on peut favoriser la réussite scolaire en étant efficace. Et je parle même d'efficience, Ouais. c'est-à-dire qui permet à la fois d'être efficace, mais aussi qui me permet de bien vivre mon travail, Mmh. d'être
Et il y a des situations didactiques, en maths, en français, qui sont très exigeantes et qui ne me permettent pas de bien vivre mon travail et qui me mettent régulièrement en défaut. Donc Hmm. là aussi, il y a une sorte de, je pense au quotidien, chez des jeunes enseignants, ça me paraît être important qu'ils repèrent avec un peu de vigilance les situations dans lesquelles ils aiment travailler. Et parfois, peut-être quand on est dans une situation qui semble assez confortable, où ça roule, peut-être qu'on peut réinterroger ce qu'apprennent les élèves, parce que parfois, on peut se satisfaire de situations qui semblent pas suffisamment satisfaisantes du point de vue de l'inspecteur ou de formateur. Donc, est-ce que mes élèves apprennent? Qu'est-ce qu'ils apprennent à ce moment-là? Est-ce que je peux prendre un peu de recul parce que la situation est confortable? Et puis, quand c'est pas très confortable ou quand la situation est compliquée ou exigeante, comment faire pour faire autrement? Et dans une sorte de situation où on essaye de peut-être aussi régulièrement de mettre les élèves avec nous, hein. Il faut aller enquêter auprès des élèves et faire des élèves des complices parfois, avec peut-être des élèves témoins, des élèves critiques, mais au sens positif du terme. Du coup, vous faites, c'est bien, vous faites les transitions sans. Non, je ne sais pas. Si, c'est très bien parce que j'avais envie qu'on rentre dans le dur de notre sujet et qu'on parle de l'observation et de l'analyse de sa pratique. Donc, on dit qu'on part du réel enseignant et je veux bien qu'on fasse un petit point de vocabulaire. Qu'est-ce que c'est que ce réel enseignant? Voilà, comment vous le définissez? Et on verra ensuite ce que ça génère en termes de décalage. Mais qu'est-ce que c'est que ce réel enseignant? Alors, oui, c'est une longue histoire, mais ce n'est pas simplement Luc Ria qui parle du réel des enseignants. Ce sont plutôt des collègues qui travaillent, qui font de l'analyse du travail, qui sont des ergonomes, qui sont des gens anthropologues, ou qui vont s'intéresser donc à la différence entre le travail prescrit et le travail réel. Alors, je prends, alors il y a des gens, bon, peu importe, mais des gens comme Yves Clos, des gens comme Pastré, des gens comme Marc Durand, Jacques Thoreau, enfin, peu importe. Ce sont des chercheurs qui ont travaillé sur ces notions qui sont fondamentales. Je vais vous faire peut-être sourire. Lorsque, dans les premiers travaux des ergonomes, ils se sont intéressés aux conducteurs de train. Bon, ça ne me concerne pas, ça ne me concerne pas. On s'est aperçu que le conducteur de train, il y a aussi une prescription très, très précise dans la façon de conduire un train. Et bien souvent, il fait des mots croisés. Vous m'entendez? C'est que quand on conduit un TGV, on peut faire une activité qui n'est absolument pas prescrite, mais qui permet aux travailleurs de pouvoir être concentrés et de garder, de rester vigilants, et que finalement les mots croisés correspondent à une activité secondaire absolument pas prescrite, mais qui leur permet de bien faire le travail, parce que sans mots croisés, ils ont tendance à s'endormir. Alors bien sûr que si les mots croisés sont trop compliqués, ça prend trop de place dans leur tête, et ils sont plus capables de conduire le TGV. Bon, vous imaginez qu'à ce niveau-là, bon, c'est une anecdote, mais ça montre bien que quand on travaille dans notre métier, entre ce qu'on voit d'un métier par rapport à la prescription de ce qu'il y a à faire, on essaye de comprendre ce qui est fait réellement par les enseignants ou par les acteurs. Quand je dis acteurs, hein, c'est acteurs d'activité, et qu'à partir de là, il peut y avoir des gouffres énormes entre le prescrit et le réel. Un enseignant débutant à qui on demande de faire entrer les élèves, de les mettre au travail, ça peut être basique, ça peut être très simple a priori de l'extérieur, et pour un chevronné ou un plus expérimenté qui a un petit peu d'habitude, ça va être peut-être assez simple, mais pour un débutant, ça peut être un moment très anxiogène, ça peut être un moment de dilemme très fort, et qu'il faut rentrer dans la peau des enseignants pour bien comprendre ce qui se joue à ce moment-là. Et que, alors, je vais peut-être en profiter hein, pour. C'est comme ça qu'en observant des jeunes profs, mais en les aidant aussi, hein, je ne suis pas un observateur simplement qui repart en disant merci, au revoir, vous avez été chahuté, je tourne le dos. Ouais, J'ai observé des enseignants pendant des années et j'ai vu comment ces enseignants grandissent ou se construisent. Et sans être trop long, on s'aperçoit que beaucoup d'enseignants terrorisés par ces débuts de cours, notamment dans certains établissements un peu plus durs, mais euh, il y a dans tout établissement de France des établissements avec des publics hétérogènes. On voit quand même une sorte de croyance encore très forte, d'idéalité du métier. Et en fait, il y a une sorte de prescription qui pèse sur les épaules des enseignants. Je rentre, les élèves se calment progressivement, et lorsque les élèves sont enfin calmes, sans que je puisse sans que j'ai à peine
à bouger, en tout cas Ouais. un orteil ou en tout cas un doigt, euh, on va se mettre à travailler. Et donc, en fait, il y a une sorte d'idéalité par rapport au travail enseignant qui n'existe plus et qui, même en amphithéâtre, hein, on retrouve rarement ces situations-là. Et finalement, c'est une situation assez standard maintenant d'un public hétérogène qui n'est pas forcément concentré pour travailler. Finalement, les adolescents ne passent pas élèves directement. Et c'est peut-être grâce au travail qu'ils vont pouvoir passer élèves. Mais c'est quand même à un moment donné, vous voyez, si on travaille sur l'expérience vécue, ces enseignants ont pour idéalité, partent de l'idée qu'il faut obtenir le contrôle pour pouvoir mettre les élèves au travail. Et que beaucoup prennent énormément de temps et d'énergie à affronter les élèves dans des pugilats ou des rixes anxiogènes et prenant énormément d'énergie. Donc, alors que peut-être qu'il faut prendre l'opportunité de les mettre au travail de manière, oui, de manière rapide, de manière en essayant de capter l'attention par des objets d'enseignement qui vont intéresser les élèves. Donc, il va falloir aller les interpeller, il faut aller les chercher. Et qu'à partir de là, c'est le travail qui progressivement va générer l'ordre et non pas l'inverse. Mmh. Et donc, là, il y a une sorte de conversion qu'on ne voit pas du tout au niveau du travail prescrit, mais qu'on repère dans l'expérience. Et c'est comme ça que j'ai pu, au fil des années, repérer le fait qu'il y a beaucoup d'enseignants qui attendent pour enseigner, Mhm. et puis tout d'un coup, au bout de quelques semaines, quelques mois, se mettent à enseigner, donc à produire des textes écrits, à produire un certain nombre de prothèses, finalement, pour pouvoir mettre le plus vite possible, et qui, après, lorsqu'ils ont réussi à trouver des routines, des façons de faire, vont pouvoir réinterroger la pertinence de ce qu'ils donnent aux élèves. Donc, je trouve qu'ici, c'est vraiment par ce type d'analyse de l'expérience, parce que ce n'est pas l'expérience singulière, c'est souvent des expériences partagées, typiques, et qui sont, pour le Mm. cas des buts de cours, parfois critiques. Et du coup, ça me fait penser, finalement, c'est le chemin qu'on a à faire quand on rentre dans la profession, c'est-à-dire entre la formation initiale et le terrain. Et vous parliez tout à l'heure de l'insuffisance de terrain. Et moi, j'aurais envie de dire, finalement, ce qui est intéressant, c'est de proposer des allers-retours entre l'expérience et le fait de prendre du recul. Mais entre la formation initiale et sa première expérience du terrain, il est normal d'être sur la déconvenue, finalement. C'est ce que j'entends, non? Alors, on peut imaginer que dans la formation initiale, il y ait eu déjà le terme est un peu grossier, mais de la pré-professionnalisation Mhm. qui permettent, alors vraiment, hein, j'insiste sur le fait que dans beaucoup de masters maintenant, il y a quand même des études de cas, du travail sur de la vidéo, et je trouve que là, il y a eu la vidéo formation avec différents formats, différentes écoles, ont quand même favorisé cette prise de conscience du travail enseignant, pour pas que Mhm. les enseignants débutants découvrent l'univers du travail simplement sur les premiers jours, ce qui serait catastrophique. Tout à fait. Il me semble par contre qu'il faut poursuivre. On parlerait de formation initiale continue, ou Mhm. continuée, où il faudrait qu'il y ait pendant 1 ou 2 années la possibilité. Alors, il faut que ça soit bien vécu par les enseignants et que ça vienne d'eux. C'est-à-dire qu'ici, il n'est absolument pas question d'imposer une nouvelle formation qui ne servirait pas ou dont on ne verrait pas et qui augmenterait en plus le volume horaire. Alors là-dessus, moi je suis assez favorable, j'essaie par rapport au gouvernement d'avoir en tout cas cette position-là, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'il y ait de la formation continue qui soit intégrée dans les services, Mhm. c'est-à-dire qu'il y ait des décharges par rapport à ça et non pas des heures supplémentaires en plus. Il me semble Mhm. que là, c'est important pendant ces premières années d'avoir des temps, des pauses, où on peut réfléchir au travail sur des problématiques ou des préoccupations très concrètes qui correspondent à ma propre situation de travail, que les collègues puissent s'exprimer, qu'ils puissent avoir ces moments d'observation d'autres collègues, à condition que l'échange se mette en place, que la confiance se joue par rapport à ça. Donc, dans les établissements, l'idée, c'est d'arriver à créer ces laboratoires d'analyse du travail. J'en viens donc à cette partie maintenant, après la vidéo formation et la formation initiale, comment faire en sorte que dans les établissements, on ait des cellules réflexives qui ne soient pas des cellules
posées, qui ne soient pas des cellules d'évaluation des profs, mais qui soient des lieux d'échange où on peut échanger des contenus de cours, où on peut demander à un collègue de venir voir dans sa classe comment il appréhende telle notion dans tel programme particulier, et qui a finalement vraiment alors, du temps pour ça, et que ça ne soit pas en dehors des emplois du temps. Alors ça je suis obligé de donner aussi une référence internationale sur ces questions-là. On parle de Lesson Studies. Et c'est en tout cas, c'est une pratique internationale qui est réputée, alors qui ne correspond pas forcément à la culture française. On a parlé d'un travail encore très solitaire, très individuel. On a parlé de huis clos tout à l'heure. Les Lesson Studies, c'est vraiment une approche collective, alors qui vient au départ du Japon, qui a été reprise après à l'international, notamment par les États-Unis, où les enseignants co-construisent ensemble une leçon. Et dans certains établissements, lorsqu'on est débutant, euh, le collègue responsable du département, ou en tout cas responsable par exemple de l'équipe de maths, va proposer aux débutants, à l'arrivant, pas forcément à un débutant, l'ensemble des cours qui sont donnés en sixième. Et vous imaginez le gain de temps. Alors, c'est pas brider la liberté pédagogique, mais c'est une culture commune finalement, c'est offrir aux collègues un certain nombre d'outils pour pouvoir travailler et pour éviter que ce collègue passe trop de temps finalement à faire ses premières recherches. Donc il peut y avoir un travail de co-construction des contenus d'enseignement. Il peut y avoir ensuite un temps d'observation où un collègue fait la leçon, essaie d'identifier, il y a un travail d'identification en amont des difficultés que pourraient avoir les élèves sur ce contenu particulier. Des observateurs, qui sont donc des observateurs bienveillants, les enseignants, qui viennent, qui s'installent. Et bien sûr que ce n'est pas encore la culture française de pouvoir venir dans telle ou telle salle. Vous imaginez que ça change complètement. Mais dans certains pays, ça marche comme ça. Donc il y a des observateurs qui viennent, il y a un volontaire qui enseigne, et après, il y a une analyse à chaud de ce qui s'est passé, et éventuellement, il y a une reconstruction de la leçon pour pouvoir l'améliorer, et c'est un autre collègue qui va pouvoir la jouer. Donc là, il y a une sorte de dynamique finalement de formation continue où chacun apprend de l'autre et apporte sa pierre à l'édifice dans une sorte finalement de co-préparation, co-intervention, co-observation et co-évaluation. Et ça peut aboutir à un certain nombre de travaux qui sont ensuite utilisés dans l'établissement, et ça enrichit. Et quand les collègues travaillent de cette façon-là, alors ça peut demander du temps, ça peut être critiqué, bien sûr, mais quand l'organisation au pilotage de l'établissement mais arrive à mettre cela en place, on s'est aperçu que les résultats des élèves progressent énormément. Sur un brevet national des collèges, on a vu des fois des augmentations de 10 points parce que l'équipe enseignante travaillait de cette façon-là. Il y avait plus d'ambiguïté pour les élèves, il y avait des attendus qui étaient identiques, il y avait le travail à la maison identifié clairement, il y avait des règles communes, et cette approche collective portait ses fruits. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'il faut absolument plaquer cela partout, mais quand cela vient des profs, avec vraiment des bénéfices tangibles repérés par rapport aux pratiques des élèves, c'est difficile d'être très critique. Bien sûr qu'on peut ne pas vouloir travailler comme le collectif et avoir des idées personnelles, mais je pense qu'il faut trouver la bonne mesure pour que ce métier soit pas un métier individualiste, mais que ça soit un métier au service d'un collectif éducatif pour la réussite des élèves. Ce qui me semble évident dans ce que vous partagez, c'est que ça fonctionne et que ça a des résultats. Ce qu'on peut imaginer, c'est que ça ne fait pas partie de notre culture, mais du coup, est-ce qu'on peut identifier les paramètres qui feraient, dans notre culture, que ça puisse se mettre en place? Est-ce que ça tient au leadership d'une équipe? Est-ce que ça tient à la bienveillance? C'est quoi ces paramètres, et quels pourraient être finalement le premier plus petit pas possible à mettre en place pour changer cette culture? Parce que c'est vrai que quand on voit un différentiel de culture comme ça, on sent que c'est quelque chose qui est inatteignable. On se dit non, mais c'est pas, enfin, on n'y arrivera pas, c'est pas pour nous. Et
non pas de rabaisser l'exigence, mais d'essayer d'identifier ce qui est en jeu, ce qui est réussi, et le plus petit pas possible qu'on pourrait faire, peut-être que c'est une première marche. Est-ce que vous avez une idée là-dessus? Dans notre culture à nous. Alors, j'en ai plein des idées, mais euh, sur, alors, dans un premier temps, je pense que là aussi, j'ai pris conscience du poids des choses, à travailler avec un enseignant aussi de manière individuelle, pour rentrer, comme ce jeune Romain dont on parlait tout à l'heure, dans ses problématiques et ses expériences critiques. Finalement, c'est prendre le travail par le micro, c'est-à-dire par la classe, et qu'il y aurait tout à fait intérêt à le prendre par le macro ou le méso. Le macro, c'est le gouvernement et c'est les textes et Mhm. les nouveaux programmes, les nouvelles prescriptions. Mais le méso, c'est vraiment l'écosystème, c'est-à-dire l'école, l'établissement scolaire, et que c'est à ce niveau-là que la prise de conscience doit s'opérer. Si un chef d'établissement dit mais moi la pédagogie c'est pas mon problème, je m'en fiche, j'ai d'autres chats à fouetter, on va pas être dans un établissement où on va pouvoir mettre en place des, des cellules, des laboratoires d'analyse du travail, des vidéolabs, etc. Il faut vraiment que ça soit l'équipe au pilotage de l'établissement, alors bien sûr avec les formateurs, les inspecteurs, et qu'il y ait vraiment un écosystème avec une culture de la formation, une culture du développement professionnel. Dans plusieurs établissements dans lesquels je travaille et travaillais, quand le chef d'établissement me disait, mais Monsieur Ria, venez travailler avec moi parce que j'aimerais aussi montrer à mes profs comment je peux être aussi en difficulté, c'est un exemple exceptionnel pour que des enseignants acceptent de montrer leurs propres difficultés et travaillent. Alors, on n'est pas toujours sur les difficultés, hein, aussi sur leur réussite. Hein. Il faut qu'on soit aussi vigilant par rapport à ça, pour ne pas ternir trop le tableau. Prenons un exemple. Dans un établissement de Seine-Saint-Denis, pendant des années, on construisait une équipe intercatégorielle. Il y avait des profs, des assistants pédagogiques, des CPE, des documentalistes, le chef d'établissement qui venait parfois, son adjoint, et les enseignants débutants et les plus chevronnés. Donc il y avait tout ce collectif-là, et on regardait ensemble des vidéos du travail réel d'un enseignant débutant qui avait dit, moi je veux travailler là-dessus, je veux travailler sur la consigne collective et voir comment je peux suivre les consignes au niveau des élèves. Donc pas que des débuts de cours. Et on reprenait ces différents matériaux et on travaillait ensemble. Donc, et on essayait de construire une culture commune, une compréhension commune de la situation. Pour revenir au tout début de cours, la question de l'appel. Quand un débutant ne fait pas son appel et montre sa vidéo en disant ben là j'ai hésité, je fais ça, donc on voit bien que la situation était complexe et qu'il a pris des décisions, des micro-décisions. On dit que dans un cours, il y a plus de 120 ou 150 micro-décisions à l'heure, donc c'est pas toujours facile de savoir sur quoi on a pris une décision. Vous savez, un peu comme un arbitre de foot Tout à fait. qui va siffler ou pas siffler et ensuite dire ah, j'aurais pas dû siffler à ce moment-là, c'est une erreur, etc. On se retrouve donc dans une situation avec plein de micro-décisions et le chef d'établissement dit mais pourquoi vous ne faites pas l'appel là? Parce que elle, de son point de vue, elle est sur le prescrit. Alors le prescrit dans son établissement, il a dit mais moi j'aimerais qu'assez rapidement on fasse remonter les appels pour que je puisse contrôler le nombre d'absents et de présents. Et là, les collègues ensemble, mais c'est pas du tout en opposition, montrent, Mhm. expliquent que faire l'appel à ce moment-là, c'est mettre encore plus en difficulté un débutant et qu'il y a peut-être d'autres façons pour pouvoir faire remonter assez rapidement les absences, mais sans forcément être dans une sorte de mécanisation d'une chaîne qui correspondrait bien à ce qu'attendrait un administratif, mais qui ne correspond pas au travail. Et donc, ces prises de conscience collective pour que le chef d'établissement, l'équipe à la responsabilité, trouve d'autres façons de faire, travaille avec les enseignants pour pouvoir les aider et comprendre pourquoi, à un moment donné, il peut y avoir un obstacle. C'est une façon de construire cette culture commune dont je parle et de pouvoir faire en sorte de franchir ces obstacles. Alors, pour répondre de manière moins anecdotique à votre question, c'est l'impulsion de l'équipe au pilotage. Ce sont des collègues qui sont soucieux d'échanger sur des questions de pratique pédagogique. Euh, de- et puis, c'est à partir de là qu'on va pouvoir après trouver des outils des méthodologies. Alors, dans mon livre et dans plein d'autres, hein, dans cette collection ESF, il y a des collègues, je pense à des collègues comme Dominique Bucheton et d'autres, qui proposent vraiment des outils qui sont de plus en plus, je trouve, utiles, Oui. utilisés par les enseignants
et qui peuvent faire progresser la pratique professionnelle. Merci pour cette réponse qui, qui donne envie d'aller encore plus loin et d'interroger les collègues de comment finalement ils peuvent imaginer que ça puisse se passer dans leur collectif. J'aimerais qu'on revienne au début de notre échange. On parlait donc de la différence entre le prescrit et le réel. Et donc, du coup, se dessine un décalage entre ce prescrit et ce réel. Dans votre livre, vous parlez du triple doute qui habite les enseignants et j'aimerais bien qu'on fasse un petit focus parce que je trouve intéressant et pertinent d'avoir ça à l'esprit. Vous parlez du doute identitaire, du doute pédagogique et du doute sur soi-même qui s'installe dans dans cet écart entre le prescrit, ce que j'ai voulu faire, ce que j'ai préparé, moi tout seul chez moi, et la réalité de la classe. Est-ce qu'on peut avoir une petite explication de ces trois doutes, pardon. Oui, puis alors je pense qu'il n'y a pas que les débutants. Je pense que Tout à fait. un chercheur, un prix Nobel, s'il est en proie au doute en permanence, c'est que demain matin, on va lui expliquer que finalement son théorème ne fonctionne pas. Donc là-dessus, je crois que c'est vraiment de l'ordre de la vigilance intellectuelle. Alors bien sûr Mmh. qu'il y a un doute et on voit bien que quand j'insiste sur le fait que finalement, ces enseignants débutants, il y a une forme d'indétermination. C'est-à-dire qu'en gros, vous l'avez, lorsqu'on traverse pour la première fois une ville et qu'on ne connaît pas cette ville, il y a une sorte d'indétermination, de tâtonnement. Et si le début du métier est aussi fort en émotion, c'est qu'il y a bien sûr de l'imprévisible, de la surprise, des craintes, et que on voit à quel point les enseignants débutants sont quand même rongés un peu par le doute au départ. Et bien sûr, progressivement, ça va aller mieux, mais qu'il y a une étape qui est compliquée. Mais dans tout métier, hein, enfin, je travaille aussi dans d'autres métiers, et je m'aperçois que lorsqu'on prend une nouvelle fonction, il y a des doutes également, il y a de l'indétermination. À partir de là, je trouve que c'est important d'arriver à repérer assez rapidement pour des situations pédagogiques, de construire des routines avec les élèves, de la régularité, parce que la régularité, c'est pas du tout la routine pénible qui ronge le métier, qui nous invite à quitter le métier au bout de quelques années ou quelques siècles, je ne sais pas. Mais c'est vraiment d'arriver aussi à trouver les moments de plaisir au travail, à trouver ces moments-là pour construire ces routines pédagogiques. Les élèves en ont besoin. Les élèves ont Mmh. besoin de stabilité dans ce monde instable. Et je crois qu'il faut progressivement trouver son style, trouver sa façon d'être bien. Et je pense que progressivement, cette activité positive va pouvoir à la fois lever une partie des doutes identitaires, mais des doutes sur soi-même, en sachant que ce n'est jamais gagné, c'est un équilibre fragile et que régulièrement, on peut avoir des périodes de doute. J'ai travaillé avec une ancienne étudiante en thèse, hein, Marie-Estelle Rouve-Lorca, qui est devenue maintenant inspectrice, hein, qui a été intéressée par ces questions d'analyse de pratique depuis, et je pense que c'est une très bonne inspectrice, puisque elle est rentrée dans l'expérience des débutants et qu'elle a compris ce qui se jouait là, et que maintenant, lorsqu'elle va, en tant qu'inspectrice, accompagner des enseignants débutants, c'est avec toute cette sensibilité et cette réflexion autour du développement professionnel. Elle avait repéré que sur l'année, finalement, il y avait aussi des périodes qui étaient très typiques chez des jeunes profs. Mais qui dit jeune prof, ça peut être dans les 5 premières années. Hein, c'est des moments de surengagement dans le travail, les premiers mois de l'année scolaire, où il y a beaucoup d'énergie, les profs sont en pleine forme, les élèves aussi, et on voit qu'il y a beaucoup de choses qui se construisent, de routine, de travail, d'engagement, qui se mettent en place sur les premiers mois, mais qu'ensuite il y a bien sûr des creux, des moments plus difficiles, plus critiques dans l'année, où il faut faire face à un certain nombre de doutes professionnels qui réapparaissent à un moment donné. Donc voilà, c'est un métier qui ne croît pas de manière linéaire en termes de confiance, mais aussi de développement professionnel, mais avec ces phases de doute, de régression, de palier. Et dans tout métier, on vit ça également, ces oscillations. Et c'est ça qui est, je trouve, important à partager, c'est que ça fait partie de la dynamique, on va dire, humaine, en tout cas de tout apprentissage.
on peut imaginer que les élèves ressentent la même chose dans leur métier d'élève. Et du coup, c'est inhérent à l'apprentissage, j'aurais envie de dire. Mais la question que ça me pose, c'est à quel moment ces doutes deviennent mortifères? À quel moment ils deviennent contre-productifs et bloquants? C'est-à-dire que soit d'un côté, on a ces doutes qui sont des leviers à actionner et qui deviennent des moteurs, soit ces doutes-là deviennent complètement mortifères et on voit et on peut penser à des jeunes enseignants qui quittent le métier sur ces doutes-là. Est-ce qu'il y a quelque chose à actionner à ce moment-là? Alors, il y a deux éléments qui m'intéressent dans ce que. Enfin, j'aimerais éventuellement vous donner des éléments. Vous parlez des élèves. Je pense que Mhm. c'est vraiment, et là aussi, hein, je fais ma propre critique par rapport au travail que j'ai pu mener. On n'a pas assez, ces dernières années, travaillé sur le métier d'élève, Mhm. ces apprenants. Et même, par exemple, dans la plateforme Néopass Action, on a que l'expérience des profs et pas suffisamment des élèves. Mais on a fait avec Patrick Rayou un certain nombre d'études pour repérer également les effets générés sur les élèves, pour comprendre ce que vivaient les élèves. Et on voit qu'ils sont des très bons décrypteurs de profs et qui se font aussi vraiment des avis sur les profs. Et ce qui me semble plus important et plus générique, c'est de repérer à chaque fois maintenant les convergences et les divergences. À quel Mhm. moment il y a convergence entre les activités proposées par les enseignants avec un enrôlement des élèves qui le font de manière très, très engagée à 100% ou de manière moins engagée a priori. Mais vous savez, parfois, le bruit dans la classe, c'est du bruit de travail. Et Mhm. parfois, des enseignants ont peur du bruit, alors même que le bruit, peut être un signe tout à fait favorable, à condition de pouvoir quand même tenir les brides de la situation. Et par contre, il faut s'intéresser à ces situations de divergence où les élèves masquent le fait de s'ennuyer et font autre chose de manière clandestine, ou au contraire ne masquent pas ce sentiment d'ennui et font vraiment autre chose. Donc là, je trouve que c'est important d'avoir aussi des critères et des repères dans sa classe pour être lucide et puis d'être aussi indulgent par rapport à des moments et ces fluctuations. Comment demander à un élève de rester concentré pendant 6 ou 8 heures dans la journée, alors que nous-mêmes, nous avons tendance à zapper toutes les 15 minutes, voire plus, voire moins. Donc là aussi, hein, je pense qu'on ne peut pas demander à des élèves on ne peut pas prescrire le métier d'élève aux élèves, et je crois qu'on n'est pas dupe par rapport aussi à cette situation qui est intenable pour les élèves. Peut-être en plus masqué, enfin, ça va être autre chose. Donc, je pense que ça c'est la vraie vie du prof, hein, il va falloir jouer sur accepter des variations d'ambiance, des variations sonores, accepter de passer sur un travail très concentré où on demande à chacun d'être hyper concentré et puis moins concentré sur une période qui semble moins essentielle. Et que cette fluctuation-là, elle est essentielle, en tout cas, il faut être sensible à ça. Et puis, il ne faut pas imaginer que les élèves peuvent être hyper concentrés et travaillant à 200% pendant 6 heures par jour. Le doute mortifère. Je pense que qu'on soit tous en doute, qu'on soit tous peinés, qu'on soit tous mécontents par rapport à la situation de travail, ça serait incroyable qu'on soit tous complètement contents de tout. C'est de l'ordre de l'idéalité ou du fantasme. Ça devient mortifère lorsque ça ronge l'intérieur, lorsqu'on n'a pas de moyens d'en parler. Alors, il y a beaucoup d'enseignants aussi qui en parlent à leurs conjoints, conjointes le soir, qui essayent d'évacuer ou qui vont peut-être pratiquer des activités sportives. Et je vous conseille d'avoir vraiment des activités en dehors qui nous permettent de sortir du métier et de mettre le métier de côté. C'est impressionnant de voir comment ce métier peut se répandre, et peut-être encore plus dans ces situations maintenant d'hybridation où finalement on travaille aussi beaucoup à la maison. Mais des fois, on n'arrive plus à mettre le métier à distance. Trouver des activités qui permettent de couper, faisant qu'on ne pense plus au métier parfois, parce qu'il peut être complètement invasif. Et je pense qu'il faut qu'on soit vigilant par rapport à ça, mais peut-être dans tout métier. Mais ce métier-là, c'est un métier passionnel et passionnant. Je pense que des fois, et mon métier de chercheur est aussi à peu près du Mhm. même registre, et que ça devient des drogues, ou il faut être capable de faire la part des choses. Mortifère, c'est quand dans un établissement, on n'a plus personne à qui en parler, et qu'on a honte, et qu'il y a une sorte de culpabilité énorme qui se met en place. Et je crois que l'un des premiers effets de Néopass Action et de tout ce programme de montrer du travail réel avec humilité pour le faire progresser,
c'était de dire, ce n'est pas un individu qui est en difficulté, c'est un problème de débutant, c'est un problème de métier, et que ce sont des problèmes partagés. Et Mm. que ces situations-là, on peut les travailler ensemble parce que c'est pas simplement lié à une personne, c'est lié vraiment à une situation professionnelle complexe avec des publics hétérogènes. Et donc, mon dernier mot, c'est dans les établissements dans lesquels je bosse, quand il y a des jeunes profs qui disent, mais moi j'adore ouais, je trouve qu'il y a quand même une sorte de transparence dans l'établissement et de confiance. On peut dire ses difficultés, on peut dire ses doutes. Et alors après, le but, c'est pas de s'épandre à tout niveau, mais de trouver ces moments, ces lieux, ces espaces où on peut dire les choses. Bien sûr qu'on ne peut pas non plus se confier éternellement à des plus chevronnés qui seraient tout le temps là en assistance, parce que Mm. des débutants ont aussi plein de choses à apporter. Et que ce que je trouve très stimulant, c'est de voir comment des expérimentés profitent de l'expérience des débutants, avec des très belles formations par ailleurs, avec une nouveauté aussi, qui alimente les réflexions et qui permet vraiment à un collectif intergénérationnel, intermétier, de trouver des moments d'équilibre, puisque la culpabilité et le doute n'est pas simplement sur soi, n'est pas mortifère, mais il est aussi un peu dédramatisé dans ces situations ou dans ces espaces collectifs. Ce qui me fait plaisir dans votre proposition, finalement, c'est qu'on sent derrière un changement de rapport à l'autre. C'est qu'on n'est plus sur quelque chose de descendant de nous vers les élèves ou de nos leaders, enfin de soit nos inspecteurs, soit nos conseillers, soit nos tuteurs vers nous. C'est qu'il y a finalement une j'allais dire une égalité, une équité dans les rapports où je peux apprendre de mes élèves. Mes élèves peuvent m'apprendre énormément, même s'ils me font sortir de ma zone de confort, même s'ils me dérangent. Ils vont me donner à voir des choses créatives sur lesquelles je vais pouvoir construire. Et du coup, on peut retrouver ça à tous les étages. Et voilà, moi, c'est ça que je tire derrière votre discours, un changement de relation à l'autre. Et ça aussi, on est sur un changement de culture. Deux points, alors c'est un peu anecdotique à chaque fois. J'avais écrit à un moment donné dans un ouvrage, j'avais écrit un de mes chapitres, c'était quand les enseignants apprennent et les élèves enseignent. Et je pense Mm. qu'il y a plein de situations où on apprend de ses élèves et qu'on en tire le miel ou le profit, mais je crois que ça fait partie des situations assez ordinaires et qu'il ne faut pas avoir honte également de ça. Je reviendrai quelques instants sur ces nouvelles pratiques qui ont eu lieu pendant la crise et que nous avons observées et nous essayons toujours avec Patrick Rayoux de le voir du point de vue des élèves et des parents, mais aussi des enseignants. Ce que Mm. je crains, et je dis les choses en insistant un peu, c'est qu'il pourrait y avoir un moment donné où les pratiques sont recomposées, Mhm. de la concurrence dans les établissements entre profs, de la suspicion et de nouveau de la défiance. Mm. Et là, je pense je voudrais qu'il y ait un point d'alerte. Pour pas qu'on ait d'un côté les profs qui se sentent excusez-moi pour les collègues, hein, j'espère pas vous provoquer, mais d'un côté les profs qui se sentent pas à l'aise du tout avec l'enseignement à distance, et puis ils n'ont pas été formés pour ça, et qu'on n'est pas tous aussi à l'aise avec l'hybridation numérique. Et je pense qu'il y en a qui adorent la salle de classe, être en chair et en os dans ce face-à-face qui est, ben, voilà, c'est ça qui nous fait vibrer, hein, quand on est quand je crois que les enseignants aiment leur métier par rapport à ce contact physique et cette façon de communiquer, de transmettre, de créer le doute et la curiosité de voir des élèves avec des pupilles qui brillent et que c'est vrai qu'à distance, on ne les voit pas forcément briller si facilement. Et puis de l'autre côté, des profs très bons, très numériquement agiles et qui vont faire ces profs 4.0 qui Mm. vont être totalement décalés, qui vont être déconnectés du travail enseignant et qui va jeter de l'ombre ou du discrédit sur le travail enseignant. Et là, c'est important que dans les établissements, on arrive, alors là, c'est l'équipe intercatégorielle qui doit gérer ça, pour qu'il y ait vraiment du maillage, de l'entraide, de la solidarité, et que ce soit le collectif enseignant qui progressivement monte en compétences numériques, monte en compétences par rapport aux exigences qu'on peut avoir de télétravail, etc. Et que là, ça soit que le corps enseignant n'en sorte pas fragilisé et en concurrence,
Mais au contraire, oui, je pense que là, il y a, comme on disait tout à l'heure, chacun peut amener sa pierre à l'édifice, chacun peut amener sa compétence, et qu'il faut qu'il y ait ici une sorte de, oui, d'hybridation et de mutualisation des compétences pour pouvoir sortir de cette situation compliquée. Finalement, ça pourrait être l'enjeu de cette rentrée inédite de 2020, se reposer sur l'apprentissage qu'on peut avoir de la crise du printemps et de savoir ce qu'on peut en faire collectivement. Et du coup, on va glisser sur nos dernières 10 minutes sur le collectif. Et je trouve que c'est vraiment, vraiment, on en a parlé, mais j'aimerais bien qu'on fasse un focus. Juste avant l'émission, vous m'avez parlé des constellations et j'aimerais bien qu'on en parle parce que je trouve que c'est il y a une dynamique qui se met en place qui semble être en accord et en cohérence avec tout ce qu'on vient de partager. Et du coup, bah voilà, en avoir une lecture critique au sens large du terme et de voir comment elle se met en place, si elle se met en place, quels sont les freins qui empêchent cette mise en place. Voilà, avoir peut-être une lecture un peu critique de ça. Est-ce que ça vous va? À moitié, parce que je ne suis pas sûr de pouvoir répondre précisément dans la situation qui est. Oui, oui. Alors, l'idée, c'est pas forcément, enfin, c'est surtout d'en faire une présentation tout à fait factuelle. Oui, oui, Et oui. après, voilà, moi, c'est ça qui me semble intéressant et de savoir que c'est en action et finalement en accord avec tout ce qu'on vient de partager. Voilà, tout à fait. Et je pense que pour les collègues hein, qui n'ont pas totalement suivi, parce qu'en plus, cette notion de constellation, ça touche le premier degré. Pour l'instant, c'est plutôt les référents mathématiques. Et en fait, c'est quand même un bouleversement par rapport à la formation. Alors, pourquoi? Parce que pour l'instant, il y a une formation française, formation continue, que je critique énormément, qui est très descendante, qui est très collective, qui est très prescriptive, et qui ne donne pas beaucoup de place aux enseignants qui reçoivent des formations dont ils ne sentent pas forcément le besoin, alors ils auraient des intentions de formation sur d'autres points particuliers. Donc il y a une sorte oui, de gap, de trou entre ce que le gouvernement préconise en général comme formation des enseignants et ce que souhaiteraient les enseignants. Donc ça, il y a eu des assises l'année dernière, donc des assises nationales par rapport à la formation continue. Et Mhm. j'ai pu intervenir sur une conférence plénière. Et on s'est aperçu finalement, je pense qu'il y a eu des transformations et que la formule constellation, c'est de réunir au sein même des établissements, donc des écoles ou des bassins, des circonscriptions, donc pour le premier degré, des collègues, donc pairs, qui vont pouvoir, à 6 ou 8, échanger, travailler sur des problématiques de terrain en mathématiques pour commencer, avec un conseiller pédagogique de circonscription, avec un inspecteur IUN. Et donc là, il y a une sorte de tri. Oui, il y a une sorte quand même de cette constellation. C'est à petite échelle, c'est local, ça peut être du sur-mesure, accompagné par un inspecteur. Et il me semble que c'est vraiment, ce sont vraiment des pistes assez vertueuses et qui correspondent bien à une sorte d'économie de terrain, de logique d'action par rapport à des problématiques qu'on va rencontrer avec ces élèves en particulier. Ça me semble complètement pertinent. Par contre, c'est toujours la difficulté, c'est-à-dire que lorsqu'on veut essayer d'industrialiser la formation au niveau national, c'est un décret, ça apparaît comme quelque chose en plus par rapport à ce qui existait jusque-là, et ça peut être très mal vécu par les enseignants qui y voient une nouvelle prescription contraignante et qui n'y voient pas vraiment l'intérêt pour leur propre pratique. Donc là aussi, je trouve qu'il y a une sorte de malentendu et c'est vraiment très dommage parce que ça fait assez longtemps qu'on n'a pas eu, en tout cas, une proposition à ce niveau-là qui est très favorable, pour lequel je trouve que c'est très pertinent. Mais après, il faudra en tant que chercheur, je ne vais pas commencer à la critiquer, je vais voir comment les enseignants, les inspecteurs, les formateurs vont s'en emparer et voir quel effet, en termes de développement professionnel, amélioration des situations de travail, on va pouvoir. Qu'est-ce qu'on va. Je pense que vraiment, c'est d'arriver à identifier ici les effets et de faire ensuite un état sérieux et non pas polémique par rapport à ça. Donc, ce qui est mis en avant, c'est ces petits collectifs de travail. Et j'aimerais que dans les établissements, collèges et lycées, on puisse avoir ces dynamiques qui se mettent en place, mais pas dans le dos de l'inspection, pas dans le dos
du chef d'établissement. Il faut qu'il y ait une sorte oui, de synergie qui se mette en place dans le secondaire comme dans le premier degré. Mais du coup, se dessine et finalement, on va pouvoir reboucler à chaque fois l'émission et les questions. C'est que cette proposition qui, sur le papier, paraît vertueuse et en tout cas prend en compte des pratiques qu'on sait être efficientes, n'empêche qu'on est dans une culture on est quand même sur une culture de la défiance, notamment depuis quelques années. Enfin, on sent que c'est quelque chose qui grossit. Du coup, sur ce terreau de défiance, on se demande comment on va pouvoir travailler avec son inspecteur, comment on va pouvoir mettre en synergie peut-être des difficultés ou en tout cas avoir un langage transparent qui est la base même de la réussite de ce dispositif. Et on voit à quel point il y a quelque chose de dysfonctionnel. C'est que si on ne sort pas de ça, en fait, ça ne marchera pas. Et du coup, on dira que c'est ça, que c'est cette pratique qui ne fonctionne pas, alors que c'était le terreau sur lequel c'était installé. Alors, vraiment, merci de votre réserve, et en tout cas, cette vigilance, elle est essentielle. Si je vois très bien ce qui va se produire, enfin non, je n'ai pas d'une boule de cristal, mais si on force, on impose aux enseignants de se filmer pour pouvoir analyser leurs pratiques, si de manière virulente, on dit c'est vous qui aujourd'hui allez revenir avec des images de votre activité, Mm. etc., on va mettre en défaut les enseignants, et c'est pas du tout la culture que j'essaie de mettre en place. Parce que pour Mm. accepter de donner à voir une vidéo de sa propre activité, il faut déjà s'accepter soi-même, Mm. il faut déjà avoir compris quel était le sens même des analyses qui vont être effectuées, il faut avoir confiance, il faut peut-être avoir travaillé précédemment sur des vidéos d'un prof qu'on ne connaît pas pour Mm. s'entraîner progressivement. Et quand j'aurai compris à quoi sert ceci et comment les collègues ont construit un regard bienveillant sur une vidéo alors que la pratique est discutable, je vais peut-être pouvoir moi-même m'autoriser à montrer des images et à travailler sur ma propre activité. Donc il faut donner du temps, il faut donner des outils, il faut donner de la progressivité, il faut aussi permettre aux enseignants de garder le contrôle de leur image et de cette analyse de l'activité. Donc là, il Mm. faut vraiment il faut être hyper exigeant, hyper contraignant. Il faut qu'il y ait vraiment une éthique professionnelle autour de ce que c'est que analyser les pratiques professionnelles en établissement à partir de la vidéo, par exemple. Et si ça va trop vite, si c'est imposé de manière manifeste, bien évidemment, ça sera une catastrophe. Ouais. Et du coup, on jugera de cette pratique alors qu'on on Exactement. n'aura pas jugé de cette pratique finalement. On n'aura pas questionné l'environnement dans lequel on a installé cette pratique. Et on Et voit c'est bien là à que, quel point, je vous en prie. non, non, et en tout cas, c'est là qu'on voit d'abord l'inertie du gouvernement à trouver les, les pratiques de formation les plus pertinentes, mais aussi l'inertie du corps enseignant qui pourrait rejeter des pratiques pertinentes parce qu'on n'a pas pris le temps de leur expliquer à quoi servent ces pratiques, comment les mettre à leurs mains pour que ce soit eux-mêmes qui aient des outils supplémentaires pour leur développement Mm. professionnel. Et que ça ne soit pas imposé comme une nouvelle mode, une nouvelle façon de faire, avec ce sentiment d'une accumulation qui est insupportable pour les enseignants, et que je comprends complètement. À juste titre, ouais, c'est ça, de façon tout à fait légitime. Et du coup, moi j'aurais envie que le mot de la fin soit là-dessus. Comment on fait? Comment on pourrait faire avec un conditionnel, comment on pourrait faire pour que ces deux postures se rejoignent? C'est-à-dire que d'un côté, on a un prescrit qui peut être tout à fait légitime et reposer sur des évidences importantes et en tout cas qu'on sait être efficient, et de l'autre côté, une culture qui n'est pas encore installée et un ras-le-bol généralisé. Voilà. Comment on fait pour retrouver un semblant de terrain commun pour installer quelque chose qui pourrait être de l'ordre du développement professionnel plus serein qu'il n'est actuellement? Alors, bon, c'est un vrai défi, hein. Je ne suis pas sûr qu'en 3 mots, on règle la question. En fait, là, il y a un peu deux blocs, hein, de manière un peu dualiste avec ce rapport frontal.
C'est un peu il y a un peu de dérive de continent et des fois il y a des frottements qui sont assez des fois exacerbés. Mais il nous faut ces métiers intermédiaires et au sens noble du terme. Il faut que les chefs d'établissement, j'en parlais tout à l'heure, aient la pleine mesure de leurs responsabilités dans ces situations de professionnalisation pour créer les conditions favorables pour que des enseignants aient envie, se trouvent investis de ces analyses réflexives sur leur propre métier, non pas de manière individuelle mais collective. Il faut que les collectifs se mettent en place. Il me semble aussi que les inspecteurs ont un vrai rôle à jouer. Donc, mais vraiment, hein, j'en côtoie beaucoup. Beaucoup ont quitté leur habit, leur uniforme sévère d'autorité et de surveillance. Ils sont dans l'accompagnement. Il y en a qui ont été profs dans les IFM, INSPE, etc. Ils ont une Mm. belle conscience des enseignants débutants. Ils sont là aussi au service pour pouvoir aider à produire ces ressources. Il nous faut aussi tous ces formateurs qu'ils aient le CAFA, le CAFIPEMF, là vraiment tous les enseignants qui sont soucieux de leur développement professionnel et qui ont envie d'avoir d'autres fonctions dans un établissement, non pas Mm. pour devenir, je dis souvent, des petits chefs hein, qui auraient du recul, mais des collègues qui soient accompagnants, bienveillants et qui puissent se mettre au service des autres collègues, qui soient débutants ou des plus chevronnés. Il faut qu'on ait ces teacher leaders. Alors, j'aime pas le terme parce qu'il est anglo-saxon et que leaders, on voit une sorte de leadership, mais des enseignants relais dans l'établissement, qui aient des fonctions particulières d'analyse de l'activité vidéo, euh, qui accompagnent les enseignants des travaux d'évaluation des élèves, qui puissent travailler avec les parents. Il y a tout ça à construire. Il faut absolument que, non pas on déporte, mais qu'on fasse en sorte que la formation continue se joue dans les établissements et qu'on ait des collectifs qui montent en puissance avec les parents d'élèves, avec les parents d'élèves, avec les parents d'élèves. C'est pas un bug, c'est Ah oui, insistance ouais, tout à fait. pour qu'on puisse considérer qu'ils sont acteurs de la situation Mm. et qu'il faut être avec eux, il faut montrer que c'est avec eux qu'on va pouvoir faire progresser les choses. Merci. Et du coup, j'aurais envie d'apporter quelque chose que j'imagine poindre chez certains collègues. On est habitué, dans notre culture d'établissement, à penser qu'on ne peut travailler qu'avec les gens avec qui on s'entend bien. On est sur une culture comme ça, hein, où on est très peu sur je peux travailler avec quelqu'un qui est vraiment différent. Et je trouve qu'à l'heure actuelle, on a des outils d'intelligence collective, des process qui nous permettent de dépasser ça. C'est-à-dire que, pardon, on n'a pas besoin de s'entendre bien avec quelqu'un pour travailler correctement avec. Et ces outils d'intelligence collective font médiateur et permettent de sortir le meilleur de ces différences. Voilà, je trouve qu'on est quand même en 2020 dans une époque où on a des outils à notre disposition qui sont très porteurs de changement et il suffit, et je le mets entre guillemets, il suffit de prendre le temps de les installer et cette culture prend du temps et accepter que ça ne se fasse pas sur une année scolaire, même 2, même 3, mais que finalement, il y a quelque chose qui germe petit à petit, eh bien, c'est déjà installer une culture du changement. Je partage complètement ce point de vue. C'est, à mon avis, tout à fait important. Euh, Prof du 21e siècle, c'est travailler avec des nouveaux outils. Pas que du télétravail et pas que du numérique et pas que de l'enseignement à distance, très clairement, il faut que ça soit en présentiel. Mais on voit tout l'enjeu international de varier les pratiques, varier les temps d'apprentissage, de créer ces formules dynamiques où les élèves ont envie d'apprendre et aiment aller à l'école. Et il y a encore plein d'élèves qui aiment aller à l'école. Et qu'à partir de là, il faut que l'équipe professionnelle soit professionnelle. Et être professionnel, c'est pas forcément vouloir simplement travailler avec le collègue avec qui je pars en vacances, mais c'est peut travailler avec d'autres, mais avec une rigueur, avec des cadres, et qu'à partir de là, on peut aussi s'accorder sur un minimum commun dans une équipe. Et puis les outils qui sont les nôtres peuvent peut-être effectivement dépasser ces mésententes. Et c'est en travaillant avec les collègues qu'on apprend aussi à les connaître et pas les voir de manière trop naïve ou trop simpliste par rapport à ce qu'ils sont. Et du coup, ces outils d'intelligence collective, et là je réponds alors le pseudo c'est pas un prénom, c'est Matt Apersek. Moi, je connais par exemple l'outil de design thinking et qui permet vraiment du coup là d'identifier chez des personnes qu'on pense être complètement différents et avec qui on n'aurait peut-être rien à partager comme ça. N'empêche qu'avec des process,
notamment comme le propose le design thinking, mais il y en a plein, plein d'autres d'intelligence collective, permettent de travailler ensemble et de construire ensemble. Et je trouve que c'est vraiment très, très positif à l'heure actuelle. C'est des outils qui demandent de se les approprier, c'est des outils qui demandent de vraies régulations, et dans ces dispositifs, on a des facilitateurs, c'est des personnes qui sont au service du process lui-même pour mettre en lumière les différences autour de la table. Donc, il y a, on est vraiment dans un temps incroyable, à la fois très anxiogène, mais à la fois source de pas mal de développement. Je crois qu'on a fait le tour, en tout cas un petit tour de tout ce qu'on pourrait explorer. Ça ouvre plein, plein de sujets sur lesquels on aurait envie de continuer à discuter, donc pourquoi pas d'autres lives. Je vais y réfléchir en tout cas. Est-ce que vous auriez un mot de la fin? Vous auriez envie de dire quelque chose de particulier pour en ce 24 août? Oui, enfin, en tout cas, je pense que, comme vous l'avez dit, Nathalie, merci de votre invitation. Et je pense que les gens qui nous écoutent, qui sont déjà une semaine en amont en train de se préparer mentalement et physiquement, il y a plein de collègues d'une exigence professionnelle très importante. Enfin, moi, j'admire les profs. Et les travaux que je mène, même dans les situations problématiques critiques, montrent des voies d'accès, des voies de réussite, des voies optimistes. Et quand j'ai encore des étudiants, notamment de l'ENS, hein, qui pourraient être un peu méprisants ou qui pourraient craindre le travail enseignant, régulièrement, ils ressortent de mes analyses et du travail avec moi. C'est pas moi qui donne les réponses, c'est eux qui les construisent. Ils ressortent avec beaucoup d'optimisme et beaucoup d'envie. Et je pense que c'est là aussi, hein, que cette analyse de partage d'expérience, ça redonne le moral à tout le monde. Et ça permet quand même de gommer un peu ces problèmes personnels et en tout cas de répondre favorablement, de trouver des solutions par rapport à cette cause nationale assez excitante, hein, quand même, de pouvoir former au XXIe siècle avec des nouveaux outils les élèves, les enfants de la nation, et que vraiment, on peut imaginer qu'il y a encore vraiment des transformations du métier qui soient réjouissantes et qui ne soient pas par défaut, par de l'appauvrissement, mais au contraire des choses très positives. Merci beaucoup. J'ai envie de proposer aux personnes qui sont là et qui ont été très actives dans les commentaires. Alors, on a eu énormément de parasitage de vaudou venus de je ne sais où, avec des propositions assez alambiquées. On est vraiment désolé. Je sais, on va voir comment on peut réguler ça parce que c'est de plus en plus important sur nos lives où on a des gens qui viennent spammer et dire des choses hors propos. Donc, on va essayer de régler ça. Vraiment désolé. Voilà, la proposition que j'avais envie de vous faire, c'est à partir de toutes ces réflexions qui ont été échangées, quelles questions sont nées de ces échanges? Et du coup, je pourrais reprendre à tête reposée toutes ces questions et peut-être identifier des sujets de live à produire. J'ai vu passer, pourquoi pas essayer de réfléchir et de donner à voir tous ces outils d'intelligence collective qui sont fort utiles d'ailleurs en classe. Euh, soit dit en passant, et qui peuvent servir aussi aux collègues. Des questions que vous vous posez sur les collectifs enseignants, comment on peut les faciliter, les monter. Voilà, toutes les questions qui peuvent vous venir, toutes les questions sont bonnes et moi, je pourrais les reprendre à tête reposée et peut-être identifier les... Oui. Nous avons également un LIFE sur la formation des collectifs, comment penser le métier d'un point de vue collectif et non pas individuel, des édubrefs qui sont des 4 pages recto verso qui permettent éventuellement de voir comment on peut créer une dynamique dans l'établissement scolaire. Nous avons aussi des vidéos, enfin sur le site de l'IFE, l'Institut français d'éducation, il y a vraiment plein de... Et nous avons des formations. Et si parmi les collègues qui nous écoutent, vous avez envie de prendre les choses en main, de demander à votre chef d'établissement éventuellement d'assister à une formation pour pouvoir progressivement créer ce petit pool qui pourrait monter en puissance. Vous voyez cette boule de neige qui va grossir progressivement et qui va faire peut-être progressivement, qui va changer la culture de l'établissement. N'hésitez pas, on est prêt à vous accompagner ou en tout cas à vous donner des pistes par rapport à ça. Karine a mis dans les commentaires le lien vers le site de l'IFE. Allez fouiller, c'est d'une richesse incroyable et c'est porteur de beaucoup de positifs, je trouve.
Merci beaucoup pour ces échanges. Euh, Merci à vous tous qui êtes dans les commentaires. On se retrouve demain pour 2 lives. Demain matin avec Bastien, qui est chercheur en psychologie et qui nous proposera des outils pour utiliser nos forces de caractère dans notre pratique. Et demain soir, un live dont je me réjouis d'avance alors je vais essayer avec François Tadei, François Dubay, Cynthia Fleury et Florence Rizzo sur penser l'école d'après. Alors là, on va pouvoir parler de nos perspectives et de nos envies sur cette école d'après. Voilà pour le programme de demain. N'hésitez pas à aller voir aussi le programme des ateliers, puisqu'il y en a plusieurs par jour sur cette semaine. Voilà, merci beaucoup et à très vite. Merci. Bon courage à tout le monde. Bonne rentrée.